Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Espace Première en exclusivité tous les jours du lundi, du mardi au jeudi avec Aboubacar Diallo sur Espace. Allez, on a Dr Bano en direct. Dr Bano, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue donc dans cette émission Dr Bano. Vous êtes conseiller du président en charge de l'enseignement supérieur. On s'intéresse au processus de recensement biométrique engagé dans les institutions d'enseignement supérieur. D'abord, pour commencer, quel est le point qu'on peut faire sur ce processus? Où en est-on aujourd'hui? Le recensement biométrique des enseignants en situation de classe dans les institutions d'enseignement supérieur public est achevé. Il reste juste à ajouter des informations complémentaires qui sont essentielles dans l'enseignement supérieur, comme les grades et des données sur la spécialisation. Au jour d'aujourd'hui, il est possible de vous dire qu'au niveau de l'enseignement supérieur, des institutions de l'enseignement supérieur public, on a un total d'enseignants en situation de classe de 1704 enseignants. Sur ces 1704, vous avez 878 qui ont un diplôme de premier cycle, c'est-à-dire licence, maîtrise ou diplôme d'études supérieures, DES. Vous avez 527 qui ont un diplôme de second cycle, master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées. Et vous avez 304 qui sont titulaires d'un troisième cycle. Ce qui donne des statistiques de 51% pour les diplômés de la licence, de 31% pour les diplômés du master et de 18% pour le doctorat. Le recensement est aussi achevé pour les étudiants qui étaient en situation de classe en dehors des 23 000 admis de l'année dernière, qui sont en première année. Et cela a permis en réalité de stabiliser les effectifs et d'avoir grosso modo, au jour d'aujourd'hui, en dehors de ces étudiants, autour de 76 816 étudiants avant les premières années, avec 33 184 étudiants fictifs qui ont été détectés. Bien. Il reste donc aujourd'hui au niveau des institutions d'enseignement supérieur la biométrie des enseignants, plutôt des chercheurs qui sont dans les institutions de recherche. Oui. Et puis la biométrie des étudiants de première année. Cette biométrie aura lieu très bientôt, c'est-à-dire probablement d'ici un mois. Voilà la biométrisation au niveau de l'enseignement supérieur. Mais je peux aussi vous annoncer que le processus de biométrisation, puisque j'ai l'autorisation de le dire, oui, sera étendu à l'intégralité du système éducatif guinéen. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura une biométrisation des enseignants du primaire guinéen public, une biométrisation des enseignants du secondaire, collège et lycée, et une biométrisation des enseignants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bien. Bien. Moi, je reviens sur ces chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure. Plus de 33 000 fictifs parmi la population estudiantine qui a été donc détectée à l'issue de ce processus de recensement biométrique. Dites-nous dans quelle zone et à quel niveau exactement on a pu détecter ces fictifs. Est-ce que le gros lot se trouve au niveau des universités privées? Bon, ce n'est pas mon travail à moi. Je vous donne les indications chiffrées, mais je peux vous garantir que les étudiants fictifs existaient partout. Voilà. Maintenant, à quelle proportion? La proportion est probablement liée à la proportion des effectifs dans les institutions. Voilà. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est cela. Allez-y, Tamba. D'accord. Alors, j'ai bien suivi le nombre, un peu plus du millier
qu'il y a d'enseignants au niveau de l'enseignement supérieur privé, mais avec des niveaux différents, publics pardon, avec des niveaux différents. Vous avez parlé de DES, de licence et de master. On est bien d'accord que c'est pas le niveau idéal pour être enseignant à l'université. Est-ce qu'il y a des mesures que ces chiffres vont permettre de proposer désormais au niveau du département de tutelle? Alors, c'est l'objectif majeur de cette biométrie, c'est-à-dire le contrôle des effectifs va permettre en réalité à l'intérieur de l'intégralité du système des mesures de correction. Je peux vous annoncer aussi, puisque j'ai l'autorisation, à la suite de lorsqu'on va terminer la biométrie, il y aura un programme de formation des formateurs, à la fois au niveau du primaire, du secondaire et du lycée et du collège, de l'enseignement technique et du supérieur, pour qualifier le système. Au niveau du primaire, du secondaire, collège et lycée, il y aura dans un premier temps, après la biométrie, un test diagnostique qui va permettre de déterminer le niveau de compétence, d'habileté et de capacité des enseignants. Et à la suite de cela, il y aura un programme national de formation des formateurs, un programme massif, à la fois dans la langue française, mais aussi en pédagogie, mais aussi dans les disciplines. Au niveau du supérieur, il va être mis en place un programme de formation des formateurs avec l'ouverture sur place, avec un accompagnement sous-régional et international pour la mise en place de master et de doctorat couplés à des centres de recherche. Ces mesures ont pour objectif d'améliorer substantiellement le niveau de qualification des systèmes éducatifs parce que nous avons réussi jusqu'à présent sur les 10 dernières années une amélioration substantielle dans le taux de scolarisation qui est passé de 54% en 96-97 à 85% de taux de scolarisation au primaire, mais il nous reste une chose extrêmement importante, le deuxième volet, c'est-à-dire la qualité. Parce que vous savez, le gouvernement guinéen a signé l'engagement des ODD et il faut une éducation pour tous, mais de qualité. Et nous visons donc dans un deuxième temps à assurer la qualité du système éducatif. Voilà, donc ça c'est des aspects humains liés donc à la qualité dont vous parliez tantôt. Moi je m'intéresse à l'infrastructurel. Deux questions. Niveau public, et quelles sont les mesures que vous envisagez, si vous en avez bien sûr l'autorisation? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont en cours? Parce je me rappelle, il y a ce projet de l'université de Symphonia qui date de 2006-2004 je crois, mais jusqu'à présent qui traîne. Est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a des projets dans ce genre qui vont bientôt voir le jour? Même question au niveau du public, où il y a pas mal au niveau du privé, où il y a pas mal d'universités qui ouvrent en Guinée, qui ne répondent pas aux critères de qualité. Est-ce qu'il y a des mesures, mais plus drastiques, mais plus imminentes également, qui sont prévues pour cela? Écoutez, pour ce qui est des infrastructures, aujourd'hui, il y a depuis 2 ans des investissements du BND au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser et du centre et de l'université de l'Abbé pour améliorer le niveau d'infrastructure. La priorité au niveau du BND, c'est d'achever les infrastructures commencées à Gamal Abdel Nasser où vous avez, je crois, 3 ou 4 immeubles qui sont en construction et à l'Abbé. Au niveau du financement du prêt chinois, il y a, d'ici probablement juin, il y aura la pose de la première pierre de l'Université nationale d'un financement de 80 millions de dollars. Ça fait partie du paquet de prêts que la Chine a concédé à la Guinée. Il y aura donc une université nationale qui va répondre aux standards internationaux et qui aura l'ensemble des équipements. Mais naturellement, un effort substantiel va être fait parce qu'après Gamal et l'Abbé, il est prévu dans le prochain budget du BND d'améliorer les infrastructures de l'université de Kankan et de Zérékoré. C'est-à-dire que chaque année, il y aura 2 universités régionales qui vont bénéficier du financement du BND pour l'amélioration
des infrastructures et des équipements. Bien. Docteur Bano, Barry en direct ce matin chez les juges. Allez, Titi. Dans le même sillage, il y a ce projet d'école d'excellence des mines du côté de Bokeh, où des infrastructures gigantesques également sont prévues. Il y a des prescriptions budgétaires qui ont été affectées à ce projet, à la transformation de l'Institut des mines et de géologie en école d'excellence des mines. Des prescriptions budgétaires qui sont affectées à ce projet depuis 2016. On parle d'à peu près 10 milliards, donc un peu plus de 9 milliards en 2016. Un peu plus de 10 milliards en 2017 et cette année, près de 13 milliards, parce que c'est 12 milliards 900 et quelques millions. Est-ce que vous êtes au courant de ce projet? Où en est-on? Est-ce que les financements qui sont prévus vont effectivement être drainés vers la réalisation de ce projet? Qu'en pensez-vous? Alors, sur ce projet, en fait, c'est maintenant que nous sommes dans la vitesse de croisière pour obtenir deux choses. L'école d'excellence pour la faculté des sciences de la santé, en fait, la transformation de la faculté de médecine, et puis l'école émergente pour ce qui est de Bokeh. Parce que vous savez, en fait, ce projet, c'est un projet de la Banque mondiale, pour lequel il faut d'abord que la Guinée paye 2 millions de dollars comme ticket d'entrée, et puis que la Guinée postule au même titre que plusieurs autres pays pour obtenir en fait un financement complémentaire pour transformer certaines universités du pays soit en école émergente, soit en école d'excellence. Dans le cas de Bokeh, compte tenu de la nature de l'importance du pays des mines pour la Guinée, et compte tenu du poids des mines dans l'économie guinéenne, nous avions au départ voulu que Bokeh soit transformé en école d'excellence. Sauf que les critères, nous ne pouvions pas les atteindre parce que le niveau de qualification en termes de ressources humaines que nous avons est relativement faible par rapport à la concurrence. Parce que d'autres pays de la sous-région se sont déjà positionnés, en particulier la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Il a donc été décidé, plutôt que de postuler pour l'école d'excellence, de postuler pour l'école émergente. L'école émergente étant la première phase pour aller à l'école d'excellence. Pour ce qui est de la médecine, compte tenu des capacités de ressources humaines que nous avons, du nombre d'enseignants en médecine ayant la qualification du CAMES, reclassés comme agrégés, la Guinée va donc postuler et être en concurrence internationale avec d'autres pays africains pour transformer la nouvelle faculté des sciences de la santé en une école d'excellence, c'est-à-dire la capacité de recevoir ici des milliers d'étrangers pour suivre des cours en Guinée. Allez-y, Ahmed, dernière question. Alors la biométrisation, c'est clair que l'objectif aussi, c'était d'arrêter cette saignée financière. Aujourd'hui, c'est quoi le gap aujourd'hui avec ces 33 000 fictifs? C'est quoi la retenue pour l'État aujourd'hui? Écoutez, je ne connais pas le détail de tous les chiffres, mais je peux vous dire que cette année, l'État guinéen a sauvé au bas mot 90 milliards de francs guinéens, au chiffre le plus élevé autour de 200 milliards de francs guinéens. Si vous calculez les 33 000 et quelques étudiants fictifs qui sont, certains avaient des bourses d'études, d'autres avaient des bourses d'études et bourses d'entretien, si vous ajoutez à cela la non-orientation dans les universités privées, grosso modo, l'enseignement supérieur a fait sa part du point de vue de la récupération en termes de ressources humaines, en ressources financières pour en réalité le réinvestir dans la qualification des ressources humaines et dans l'amélioration des infrastructures. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Alors, dans quel cadre Il l'a fermé tout seul. C'est ouvert. Ouais. Allez-y. Alors, dans quel cadre on peut situer les étudiants qui ont quitté, en médecine, qui ont quitté récemment les institutions d'enseignement supérieur privé et qui étaient du côté de Gamal et qui n'ont pas de matricule? Alors, ils sont ni à l'université, ils ne sont pas au secondaire. Dans quel cadre on peut les situer, ces étudiants-là? Ceux-ci là, ils sont exactement des étudiants flottants. Parce que vous savez, une université, c'est pas un marché où on vient s'installer. Même à Madina, vous avez des tickets pour vous installer quelque part qui déterminent qu'en réalité, vous êtes vendeur là-bas. Le problème qui s'est posé est un problème qui est très simple. C'est que des étudiants ont délibérément coché
à un moment donné de leur vie, parce qu'en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Certains parmi eux sont à Gamal depuis près de 4 ans, d'autres 5 ans. Oui. Il y en a même qui sont là depuis 6 ans. Ce sont des gens qui ont décidé simplement de se lever un beau matin et de quitter les institutions dans lesquelles ils s'étaient installés pour venir à Gamal, étant donné les effectifs, de venir s'asseoir. Ouais. Maintenant, dans ce processus-là, naturellement, il y a des responsabilités partagées. Des missions de police ont fait des investigations. Des personnes ont été nommées, désignées comme étant, disons, complices de ce processus. La situation est en cours, elle ne date pas d'aujourd'hui. Le ministère est en train de gérer le dossier. J'espère que d'ici quelques semaines, une solution définitive va s'opérer. Mais encore une fois de plus, je dois rappeler... Mais monsieur Dr Bano, c'est quelque chose qui fait partie d'une tradition, c'est-à-dire qu'on vient mettre l'État devant un fait accompli, et après on se dit, je viens m'asseoir là, je reste pendant un certain temps, et après l'État est dans l'obligation de régler le problème parce que nous constituons un gros groupe. C'est la même chose pour le terrain de l'État. Oui. Les gens viennent vendre un terrain de l'État, s'installer, Oui, mais construire rapidement. Sauf que Dr Bano, Des bâtiments. Dr Bano, sauf que ces étudiants ne sont pas venus comme ça d'eux-mêmes. Et le premier groupe qui est venu, parmi eux, il y a certains qui ont reçu des matricules. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? C'est là où il va falloir que l'État situe les responsabilités, qu'on sache ceux qui sont complices de cette magouille, parce que c'est apparemment une magouille qui a été orchestrée du côté de Gamal. Écoutez, vous savez, moi je ne suis pas policier, je sais simplement qu'il y a un rapport de police que j'ai lu, qui indique un certain nombre de responsables, et le dossier va être transmis à qui de droit, des décisions seront prises, s'il y a des fautes, elles seront sanctionnées, et dans l'espoir que plus jamais une situation pareille ne va se faire. Encore une fois de plus, je dois rappeler à tous les étudiants qu'on ne peut pas changer d'université simplement parce qu'on souhaite le faire. Et je dois aussi rappeler que toutes les personnes qui vont vous dire « donnez-moi de l'argent, je suis capable de régler le problème », en réalité, ce sont des personnes qui vous créent des problèmes. Alors, docteur, c'est clair que la tendance aujourd'hui, c'est d'immatriculer les élèves depuis l'école primaire, et ces matricules, ils les utilisent jusqu'à la fin du cycle à l'université, donc je veux dire. Alors, la tendance chez vous ici, c'est quoi exactement quand vous décidez d'engager, c'est vrai, au niveau du secondaire directement? Alors, au niveau primaire, qu'est-ce que vous avez prévu clairement? Non. Pour le moment, ce n'est pas la biométrisation des élèves. C'est la biométrie des enseignants. Ce que vous dites là, nous arriverons à cela. C'est-à-dire il est préférable que la biométrie des élèves et des étudiants se fasse le plus rapidement que possible, et que chacun ait un numéro matricule qui le suivra jusqu'à la fin. En fait, ça permet d'éviter ce que vous connaissez aujourd'hui, même à l'intérieur de la fonction publique, où les gens ne vieillissent jamais. C'est-à-dire que chaque année, ils deviennent plus jeunes que l'année dernière. Voilà. Deux très petites questions pour terminer rapidement. En ce qui concerne l'orientation des bacheliers dans les universités privées, ça fait déjà une session qu'ils n'ont pas été orientés dans les universités privées. Est-ce que puisque vous étiez prononcé en faveur de la non-orientation des bacheliers dans les universités privées, est-ce qu'on peut dire que définitivement vous êtes donc contre l'orientation des bacheliers dans les universités privées? Ça, c'est la première question. Deuxième question, l'Institut ISFAD. Beaucoup de moyens sont drainés vers cet institut qui fait de la formation à distance. Est-ce que, concrètement, honnêtement, monsieur Barry, est-ce que la formation qui est donnée dans cette école a un impact quelconque sur notre système éducatif? Bien. Alors, la première question, je ne suis pas ni pour ni contre. En réalité, ce n'est pas mon travail. Ensuite, il faut distinguer deux choses. L'enseignant, chercheur que je suis, et le conseiller de Monsieur le Président. Et quand j'émets des conseils, ce sont des conseils. Je ne prends pas de décision. À titre personnel, je me suis déjà prononcé là-dessus. Je dois simplement rappeler, M. Abokar, qu'il n'y a pas un contrat de mariage entre l'État et les universités privées. Et même dans un contrat de mariage, il y a le divorce. L'État est libre d'envoyer des étudiants dans les universités privées s'il considère que c'est nécessaire.
il est libre de ne pas le faire s'il considère qu'il a la capacité de les scolariser sans avoir besoin de les envoyer dans les universités privées. Mais la décision ne relève pas de Bano. Bano écrit des papiers, soumet des réflexions, échange, et la décision est prise à un niveau supérieur à ma personne. Voilà, le message est passé. Une chose sur l'ISFAD, je ne sais pas, je n'ai pas vu une évaluation qui en réalité remet en question le niveau de formation et de qualification. Ce que je connais de l'ISFAD aujourd'hui, ça je peux vous le dire, sur la formation à distance, l'ISFAD est en train de développer aujourd'hui des plateformes qui vont permettre en réalité aux étudiants, même à ceux qui sont en formation en présentiel, d'avoir la possibilité d'avoir des cours complémentaires à partir de la distance. Je pense que la tendance mondiale aujourd'hui, et compte tenu de la multiplicité des activités des humains, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une formation complémentaire ou une formation initiale de base à partir de la formation à distance. Merci beaucoup, Dr Bano Bari, il faut le rappeler. C'est à moi de vous remercier. À très bientôt. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Dernière ligne droite, évidemment, 5 minutes. Ahmed, on a écouté successivement Bano. D'abord, il y avait Sidia Touré, l'antenne. Oui, il y avait Sidia Touré, mais je vais commencer par Dr Bano. Je dis aujourd'hui qu'il est quand même, il le faut, il faut quand même immatriculer et donc faire la biométrisation donc, de ses enseignants pour maîtriser le chiffre, mais aussi au niveau des élèves. Et comme on l'a dit, il faut que ça commence donc du primaire jusqu'à l'université. Alors ça permettra, comme il l'a dit, même à la fonction publique évidemment, parce que c'est un matricule qui pourra donc vous suivre même dans la vie professionnelle pour savoir tout un peu sur votre parcours, parce que ça permet quand même à un enfant qui est blâmé de ne pas pouvoir se retrouver dans un autre établissement secondaire ou supérieur. Maintenant concernant le cas Sidia Touré, je souhaite qu'il ne botte pas en touche toutes les questions qu'on lui pose, parce que parfois je ne comprends pas forcément sa politique. Il y a des questions quand vous posez, il ne leur répond pas directement, je ne sais pas pourquoi, mais au même moment, quand vous posez la question sur le haut représentant du chef de l'État, c'est comme si c'est une question qui ne veut pas du tout qu'on lui... Non, et pourtant, il faut poser cette question puisqu'il est le haut représentant et il occupe toujours cette fonction. Il dit qu'il n'est pas salarié de l'État, mais de toutes les façons, on le voit dans la circulation avec des sirènes, il y a des privilèges, mais ces privilèges-là exactement, est-ce que c'est facturé? Est-ce que c'est assuré par l'État? Parce qu'il y a quand même des véhicules où il y a la sécurité là-dedans, qui assure le carburant, tout ça. Il faut qu'on nous explique. C'est pas de la philanthropie. Et puis, même si c'est de la philanthropie, mais c'est quelle sorte de philanthropie? Qu'est-ce qu'il en dit exactement? Bien, Ahmed. Merci beaucoup. Allez-y. Des questions? On n'a pas de réponse. Juste dire au niveau de Dr Bano que c'est quelqu'un qui semble bien maîtriser son domaine. On sent que c'est un homme du secteur. Et puis, quand vous avez, pour des secteurs aussi névralgiques, des personnes qui ont la capacité, qui ont l'habilité de conseiller le chef de l'État ou le ministre sur les orientations à donner, ça peut produire des résultats. Moi, les réformes qui sont en cours, dont il a parlé ce matin, je pense que si ça aboutit, ça peut changer la donne au niveau de l'enseignement supérieur. Mais en même temps, il va falloir trouver une solution et ne plus permettre que cela se reproduise. Je parle de ce qui se passe du côté de Gamal. Ces étudiants-là, ils sont entre le ciel et la terre. C'est pas de leur faute. Non, mais ils sont venus ici en groupe, vous allez penser qu'ils venaient de Kidal. Vous pensez que ce sont des... Oui, mais ils ne savent plus à quel sens se vouer. Merci. Je pense qu'il va falloir trouver une solution. Pour ce qui concerne le chef, le président de l'UFR, moi j'estime que ce rapprochement avec le chef de l'État, c'est un rapprochement qui ne va plus durer. Parce que quand vous vous rapprochez de la sorte, ça suppose qu'il y a quand même un certain respect vis-à-vis de l'autre partenaire, et ça se sent dans tout ce qui est fait, surtout dans le domaine électoral. Mais ce n'est pas le cas. Si on n'en tire rien, je pense qu'on ne peut pas continuer à rester. Voilà. Donc vous êtes avec les jeunes de l'UFR qui sont pour. Mais moi, je partage leur avis. Oui. Bien. Alors, on comprend bien avec la démarche du docteur Amadou Bano Bari que la gestion en matière de gouvernance, la maîtrise des effectifs.
en matière de gouvernance, la maîtrise des effectifs est un point de départ. Et je pense qu'ils ont bien compris cela. Ça va amener les gens ça va donc amener l'État à prendre des décisions, mais concertées. Et il faut encore le dire une fois, quand on parlait avec Sidia Touré, bien sûr, moi, ce que j'ai à dire à Sidia Touré et à toute l'opposition, c'est simplement de se rappeler, de ne pas oublier que le respect de la loi, c'est un exercice difficile. Mais c'est vrai, il y a toute la facilité, il est difficile, mais il s'agit de quelque chose de bien honorable. Il faut y aller, ça finit toujours par payer. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je dis simplement à Tamba. Je dis simplement à Tamba, oui, qu'il y a le respect de la loi et tout ce qui s'ensuit. Mais nous sommes face à un obstacle politique qu'il va falloir dépasser. Ne serait-ce que pour la paix et pour la stabilité, la tranquillité de nos populations, pour aussi permettre que les activités puissent reprendre dans notre pays. Je vais lui dire qu'il faut arriver à une solution politique. Et c'est à cela que nous allons. Le comité de suivi va commencer à se réunir demain. Et dans le cadre des activités, des réunions de ce comité de suivi, une solution politique sera trouvée. Pour le moment, nul ne sait quelle sera la forme que cela va prendre. De l'autre côté, sur l'intervention du Dr Bano, je suis agréablement surpris qu'on entende qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour maîtriser les effectifs. Ce qu'il faut en attendre, c'est qu'il faut qu'il y ait une réorientation des fonds qui seront récupérés à partir de tout ce qu'il y avait comme fictif au niveau des effectifs, que ces fonds, ces mannes financières-là soient réorientés surtout dans le cadre de l'investissement, de l'équipement et des infrastructures au niveau des universités publiques qui en manquent cruellement. Merci beaucoup Abakar. Prolongez le débat chez vous. Demain, Titi, vous allez le retrouver évidemment aux commandes de cette émission. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Oumar Soulkaba qui vous retrouver du côté d'Angoulême en France et sur Espace TV. L'équipe de la rédaction pour la rediffusion de 22h. Grand merci à tous nos techniciens, Mamoudou Kondé, Awal et puis Alseni Kamara, c'est bien cela, voilà. Mohamed Diaby a réalisé l'émission ici à Conakry. Grand merci à Saloum Kamara à Cancan. Vous nous écoutez à Bokeh et sur d'autres radios partenaires évidemment. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation. On se donne rendez-vous lundi. Au revoir.